Ouais, bah, c'est-à-dire qu'on va dire de la merde, sûrement comme les mecs au café du commerce. Exactement. Je culpabilise parce que je me dis, j'ai pas le droit d'aller mal, j'ai pas le droit d'écouter cette musique et d'être triste, etc. Tu vois, j'ai mis beaucoup de temps, par exemple, maintenant que je suis heureux dans une relation, à me dire, ça peut se terminer n'importe quand. Ouais, je pense vraiment ce jeu-là, il m'a, sur le thème santé mentale, m'a vraiment remis en pression sur vous. Est-ce que tu penses qu'il y aurait ce podcast sans ce jeu, quoi? C'est que le ça va du travail, tu peux pas répondre non, j'ai un cancer. Bonjour, bienvenue dans ce premier podcast des Clochards Célestes. Dans ce premier épisode, je suis accompagné de Pierre-Jean, où l'on a parlé à peu près pendant 3h30, y compris beaucoup de hors-sujets que j'ai mis de côté pour synthétiser ça en à peu près 1 heure de podcast. Le thème de cet épisode est les œuvres d'art que l'on consomme dans nos périodes de moins bien en quelque sorte. Alors vous allez voir que nous, au moment de l'enregistrement, le sujet que l'on aborde est la surconsommation d'œuvres d'art. Mais après coup, au moment du montage, je me rends compte qu'il est plus adéquat de parler du coup de ce thème d'œuvres dans nos phases de down, car c'est en réalité le principal sujet du podcast. Je vous ai mis des petits timecodes pour vous retrouver si jamais vous voulez sauter à certaines parties de la vidéo. Et également, je mettrai quelque part le détail de toutes les musiques qui sont utilisées en fond. Voilà, bon visionnage. Je sais pas, c'est une bonne question, je sais même pas comment s'appelle le podcast, je sais pas de nom. Je sais pas, santé mentale et art. Oh, c'est horrible, c'est comme si genre c'était caché Charal, ça s'appelait juste C'était caché. C'est cauchemardesque. Non, je pense que le nom du podcast devrait être un truc en mode comment art était derrière mal. J'ai pas compris. Comment art était Ah, mal. bah du coup, le début de ce podcast. Ok. Bah du coup moi c'est PJ, Ouais. 34 ans. Voilà, donc je suis venu ici parce que on m'a dit que ça parlait de santé mentale, vu que ça va pas trop en ce moment. Voilà. Alors que je suis dans ton appartement, quand il dit je suis venu ici, actuellement c'est plutôt moi qui suis venu, mais bon. Bon, je me suis trompé à la base, en fait c'était un truc pour les mecs qui ont le cancer. Voilà, parce que j'ai développé un cancer fulgurant. Et du coup, au final, C'est juste à côté. C'est ça d'à côté. Si on m'a foutu un micro-cravate. J'ai adoré le nom du coup, j'ai gardé. Moi je suis resté, voilà. Est-ce que tu veux te présenter, genre un peu plus en détail, mais sans parler de ton taf, Ouais, sur qui tu es. ouais, bah... Du coup je suis quelqu'un qui, je pense, a un besoin constant d'art. Ok. Et du coup c'est pour ça que je trouve ce podcast v'là cool. Ok. Et le thème d'en plus d'aujourd'hui encore plus. Oui, du coup, parce que c'est deux sujets qui me touchent pas mal. Sinon, je suis quelqu'un qui consomme beaucoup de fiction, principalement des séries, voire des séries nulles, des bouquins, des jeux vidéo, qui fait du JDR, donc qui crée des histoires. Ok. Ouais. Et sinon, je pense pour me définir, je dirais que je suis quelqu'un qui est pas capable de créer à partir de rien, et qui du coup a besoin de beaucoup se nourrir d'histoires et de fiction. Je me présente. Ok. Je sais pas. C'est pas un nom, hein, c'est... Je sais pas trop, en fait, y a pas de... Il y a pas de fil conducteur, c'est vrai. Du coup, moi, c'est Alexis, pareil, 24 ans. Je connais PJ, du coup, depuis le collège. Oui, c'est vrai que j'ai pas parlé de ça. Ouais. Et du coup, d'ailleurs, PJ qui est Pierre-Jean. Oui. C'est vrai, parce que, du coup, à la base, je pensais que c'était PJPEJI. Parce que on se connaissait en distance. On jouait juste ensemble, très souvent. Et puis après, on s'est rencontrés, du coup, encore. J'oublierai jamais le premier truc que tu m'as dit. Putain, c'est vrai. Ouais, j'ai pas oublié non plus. C'était un truc en mode... Ah putain, t'es gros. Mais j'avais pas pensé, t'as pas vu pour être gros. C'est exactement ça qu'il m'a dit. Putain. Et aussi, par contre, j'ai dit aussi un autre truc, je pense, dans ma tête, t'étais bon. Oui, tu me voyais comme un petit blondinet un peu insupportable. Ouais. Je pense que c'est le côté un peu hyperactif sur Discord, enfin sur Skype à l'époque. C'est un peu qui fait des vannes tout le temps, un peu rigolard. Oui, ouais. Ouais, peut-être. Pour parler juste de moi, pareil, je consomme énormément d'œuvres d'art. Plus du jeu vidéo, film, série, que de livres. Voilà. Je peux parler, mais musique, c'est le truc principal. Ok, l'idée du podcast, c'est de faire
c'est de parler de santé mentale et d'œuvres d'art. Je compte le jeu vidéo dans les œuvres d'art. Nick, ceux qui ne considèrent pas ça comme une œuvre d'art, pour moi... Tu crois que Candy Crush, c'est une œuvre d'art? Nick Taras. C'est la question qui est numéro 1. Mais bref, en gros, l'idée, c'est parler de santé mentale, des œuvres d'art, et dans un cadre surtout personnel. Aucun d'entre nous deux sont déjà là, pour ce premier épisode, aucun d'entre nous deux n'est pro et professionnel en psychologie ou un rapport avec la santé mentale ultra ancré. J'ai pas envie d'avoir cette approche scientifique et professionnelle du truc, mais j'ai plus envie d'avoir une approche humaine à la santé mentale de la personne. Oui, bah c'est-à-dire qu'on va dire de la merde, sûrement comme les mecs au café du commerce. Exactement. Ouais, je n'aurais pas envie que ce soit un truc scientifique. Surtout que tous les podcasts que j'ai vus qui parlaient un peu de santé mentale, généralement, il y avait toujours un psychologue avec, etc. Et je trouvais que ça rendait le truc moins humain, généralement. Oui, parce que c'est cool d'entendre des gens qui donnent leur avis avec leurs a priori liés à leur expérience personnelle. Et le sujet, c'est surconsommation d'art chez les personnes qui peuvent être dans des phases un peu down ou des phases de mal-être, etc. Ah, c'est ça. Donc ça, c'est le sujet d'aujourd'hui. Ou vraiment l'adolescence avec la mèche, le Linkin Park, la petite ceinture à clous. Notamment, si vous voulez, ça directement parler de musique avec ce sujet-là, et j'ai pas réussi à trouver des musiques en rapport avec ça. Ah bah t'as le fameux Creep de Radiohead. Ouais, j'avoue. Mais est-ce que c'est réellement le cas? Est-ce qu'il y a vraiment des gens genre, qui se sentent mal et qui il faut que j'écoute du Creep? Oui, mais je pense qu'ils ont 14 ans. Mais ils existent. Ouais. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'ils vont réellement mal, ces gens-là, ou est-ce que c'est plus pour se donner un style d'aller mal? Je sais pas. Je pense que c'est un peu autant de dire ça. Ouais, j'avoue. L'adolescence, c'est une période qui est troublée. Tu te construis en tant que... T'es plus un enfant, t'es pas un adulte. Ouais. C'est une période qui est charnière sur ce que tu vas être dans ton futur. J'avoue. Généralement, les dépressions, ça sont là. Ouais. Et puis, je trouve que... l'adolescence, pour la plupart des gens, en tout cas de la plupart des gens que je connais, c'est le moment où t'as pas de meuf, t'as l'impression de plaire à personne, t'es pas beau parce que t'es un adolescent, t'es encore en train de grandir. Je parle de manière générale. Hein. Ouais, pareil. T'es en train de grandir, donc t'as pas forcément mué encore, t'as pas forcément atteint ta puberté, t'as pas de barbe, tu vois, genre c'est des trucs. Ouais. Et puis tu sais même pas encore qui tu es exactement. C'est surtout ça en fait. Ouais. T'as parlé de vouloir parler genre des adolescents edgy qui surconsomment l'art. Ouais, bah, je pense, par exemple, les adolescents edgy, je pense c'est des gens qui sont dans un mal-être qu'ils ont du mal à exprimer ou à comprendre. Mmh. Et la musique, beaucoup de musique, rentre dans ce truc de te faire sentir le vibe de ce que tu ressens. Du coup, forcément qu'ils écouteraient des musiques tristes. C'est ça, bah, c'est la même chose avec quelqu'un qui vient de rompre, qui va écouter des chansons super tristes, tu vois. En fait, c'est... je sais pas si tu vois ce truc, mais dans la tragédie grecque, il y a la notion de... Putain, je sais plus comment ça s'appelle, l'exutoire. En gros, il y a une espèce de théorie dans la Grèce antique, par je sais plus quel philosophe, qui dit que voir des choses violentes, tristes, heureuses au théâtre, ça te permet de te purger de ces sentiments. Genre voir des choses violentes va t'empêcher de les faire. Parce que tu les auras vues et tu les auras vécues à travers le personnage. Ah. Et du coup, je pense que pour les adolescents, il y a ce truc de je me sens mal, donc j'écoute des chansons tristes. Et en fait, quelque part, ça me permet d'exprimer mon mal-être sans avoir à l'exprimer à un autre humain, sans avoir à prendre le risque de mourir à quelqu'un qui pourrait se moquer de moi, etc. Ah, c'est génial. De le vivre en interne, en fait. Comme là, on est en Corse, du coup. Ouais. En Corse, on a dans les deuils, il y a des moments qui sont faits pour que les gens pleurent. Et on les force à pleurer. Voilà, c'est la catharsis. C'est ça le mot que je cherchais, catharsis. Du coup, il y a des moments qui sont aménagés dans les deuils où les gens se forcent presque à pleurer. Jusqu'à récemment, c'était normal de payer des pleureuses pour venir pleurer sur le corps du mort. En fait, on peut se dire que la pleureuse... Ils payaient les pleureuses pour se permettre de pleurer plus facilement. Exactement, parce que du coup, vu qu'il y avait la pleureuse officielle qui hurlait près du corps, les gens se disaient « je ferai pas pire qu'elle ». Donc je peux pleurer. C'est un safe space pour pleurer. Ah putain, je savais pas du tout que c'est pour ça. Hein. Et pareil, il y a aussi ce côté,
moi je suis pas capable de pleurer en public, mais en regardant la pleureuse pleurer, hurler près du corps du mort, en fait ça me permet de dégager mes émotions à travers elle, par une espèce d'identification. D'accord, c'est vraiment intéressant comme truc. Du coup, ça veut dire que si tu arrives à extérioriser ta tristesse d'une autre manière, tu consommerais moins d'œuvres d'art tristes. Je pense, ouais. Ouais. En vrai, je pense que c'est carrément vrai, parce que c'est vrai que depuis que j'ai une psy, j'écoute moins de trucs tristes. Oui, parce que du coup t'as un cadre pour exprimer ça, t'as quelqu'un qui a pas de jugé. C'est vrai. C'est vrai, totalement. Est-ce que toi, du coup, il y a des œuvres en question, des œuvres d'art en question que tu aimerais aborder comme ça, là, direct Ouais, moi il y a les Clochards Célestes de Jack Kerouac. C'est vraiment le vrai nom? Ouais, c'est les Clochards Célestes, c'est la traduction française. C'est un podcast très cool aussi d'ailleurs. Ok. Et du coup, les Clochards Célestes, c'est un bouquin sur un mec qui fait partie de la culture hobo aux États-Unis. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Les gens qui n'ont pas de maison, les SDF. Ouais, Hobo, mais c'est quoi la culture hobo? Enfin, je vois pas ce que c'est. c'est un peu en mode, en gros, la culture hobo aux États-Unis, c'est pas vraiment des SDF. C'est des voyageurs qui voyagent en sautant de train en train. Ils ont un style vestimentaire particulier, un type de musique, un type d'alimentation. C'est une espèce de sous-culture en fait, qui se rapproche parfois de la culture un peu punk, dans le côté antisocial, je veux pas de travail. D'accord, ouais, c'est des gens vraiment qui ont décidé de C'est ça. de pas avoir de maison fixe. Ouais, c'est un peu des... Ou non, ça peut être des gens qui ont une maison fixe mais qui décident de voyager à travers les États-Unis pendant 2 ans pour essayer d'apprendre des trucs sur leur pays, pour essayer d'apprendre des trucs sur eux-mêmes, et qui après rentrent à la maison et reprennent leur vie normale. Un peu comme ce que j'ai fait en Europe. Oui, exactement. Ça rentre totalement dans le thème. Ok, ouais, je vois. Et du coup, ce bouquin, Les Clochards Célestes, c'est un bouquin que je lis souvent vers la fin de l'automne. Parce qu'en fait, je pense que l'automne, c'est une de mes saisons préférées. Déjà parce qu'on est en Corse, parce que du coup, c'est la fin de la saison touristique. Donc c'est un peu la réappropriation de l'île par les locaux. Ouais. Genre, et ça, c'est très sympa. Et du coup, la fin de l'automne, c'est le début de l'hiver, où tout devient laid. C'est-à-dire que les arbres commencent à perdre leurs feuilles, mais il n'y a pas encore de neige, donc c'est pas encore beau. Ouais. T'es pas dans l'hiver qui est cool, et t'es pas non plus... et tu sors de l'automne, donc c'est cette espèce de période... peut-être octobre, novembre, décembre, ces 2 mois, ça me font dépression tout le temps, tous les ans. Ouais. Et ce qui est très marrant, c'est que j'ai vécu à Rennes, et ça m'a suivi ce truc. C'est mon corps qui est un peu programmé pour... T'avais pas ce truc-là de la... C'est ça, oui, exactement. Ouais. Et du coup, je relis constamment à cette période-là, tous les ans, de manière religieuse, Les Clochards Célestes, de Jack Kerouac, à chaque fois. en entier à chaque fois. Il y a Les Clochards Célestes que je relis, Jack London. Ok, je connais pas non plus. Tu sais, c'est Cro-Blanc. C'est beau, quoi. Cro-Blanc, le loup, le mi-loup mi-chien qui au début appartient à un homme. C'est un peu le prix. En vrai, c'est un mi-loup mi-chien qui au début est dans une meute sauvage, il finit par être truqué par un homme qui s'occupe de lui, l'homme finit par mourir, il rejoint les loups. Et en fait, tu vois le chien vivre tous les trucs de la nature. C'est-à-dire, en gros, un livre du point de vue du chien. C'est ça, Ok. en gros. Et du coup, il y a ce truc où Jack London, il a une façon de décrire la nature en hiver qui est incroyable. Parce qu'il décrit littéralement le grand froid, genre de l'Alaska et du nord des États-Unis. Ok. J'aime beaucoup ces descriptions, genre tu t'y sens vraiment. Donc je lis ce truc en anticipation de la neige qui arrive. Mais à Ajaccio, tu la vois même pas la neige. Non, à Ajaccio, je la vois pas, mais par exemple, quand je prenais le train, par exemple, j'avais ce truc où je passais des paysages enneigés. J'avais une petite Jack London, je regardais par la fenêtre. D'accord. Très cool. Et les Clochards Célestes, parce qu'en fait, c'est une période où j'ai tendance à me sentir vachement bloqué. Genre en mode, y a rien à faire à part attendre l'hiver. Pour que ça se passe mieux. Corse, ouais, il y a un petit peu ce truc-là aussi en plus. Bah oui, c'est aussi lié à la Corse, mais je trouve que c'est surtout... c'est une période où pas grand monde a envie de sortir. Les gens redécouvrent un peu Netflix à la maison, les soirées de chill. Ouais, je crois qu'il y a un vrai... en tout cas, j'ai l'impression que... D'ailleurs, mon père, aujourd'hui, enfin, depuis 3 jours, il me casse les couilles, il dire ça, et je crois... Bon, bah la saison est terminée, hein, c'est bon, c'était la dépression, etc. C'est le switch de train de vie, mais je crois qu'il y a un vrai truc en Corse, entre l'été et l'hiver, et la transition est... Enfin, la différence est tellement grande que la période de transition, elle doit être assez compliquée, quoi.
entre l'été et l'hiver. Ouais. Je pense En que fait, du coup, ça- l'automne, faudrait que l'automne soit plus long, je pense, pour transitionner. Ouais. Parce que l'automne, il y a ce moment où on se réapproprie l'île, et du coup, c'est très cool. Ouais. Parce que tout le monde sort, va au restaurant et tout, parce que c'est plus vide. Et après, par contre, on passe dans cette période où tout le monde en a eu un peu marre, ou n'a plus d'argent aussi, Ouais. ça joue. Et du coup, il se passe rien jusqu'en hiver. Ouais, je sais Et puis en hiver, les gens en ont marre d'avoir fait Netflix jusqu'en janvier. Du coup, en janvier, ça recommence à sortir. D'accord. Et les clochards célestes, ce truc sur la culture au beau, le voyage à la Schnaps, en sautant d'un train de marchandises à l'autre. En fait, j'aime me dire qu'il y a la potentialité de faire ça. Ouais. Je sais que je le ferai sûrement jamais, comme toi qui peux le faire par exemple. Ouais. Mais le fait de me dire que c'est une potentialité qui existe, en fait, quelque part, ça me fait du bien et ça me rassure. D'accord. C'est se dire que c'est une espèce de porte de sortie possible. Et toi, tu penses que ça en arrive carrément à un point où tu le lis tous les ans? Parce que je trouve que pour moi, Les Clochards Célestes de Jack Kerouac, c'est celui qui capture le mieux ce sentiment de tout est possible. Pareil, ça c'est plus en automne du coup, mais quasiment tout de Camus. Parce que Camus, il a cet attachement à la terre qui est proprement méditerranéen, Ok. comme peut l'avoir en Corse. Et du coup, cette période de voir les Corses se réapproprier leur terre après le tourisme, et en même temps de lire Camus qui voit un culte énorme à sa terre, donc l'Algérie, je trouve que c'est très sympa. Ok. Et toi, du coup, vraiment, en automne-hiver, c'est vraiment ces deux œuvres-là Ouais. qui... Automne, il y a Camus quand c'est un peu plus fun. Et pour passer les débuts de l'hiver, c'est Kerouac et London. Et tout le temps, chaque année. Chaque année. Et le 31 octobre, déjà le 31 octobre, en tout cas la semaine du 31 octobre, je relis L'Arbre d'Halloween. Tu lis vraiment en thème, genre chaque année. C'est-à-dire que L'Arbre d'Halloween, en fait, je trouve que c'est un roman qui est génial. C'est un roman de Ray Bradbury. Ouais. Il a pas écrit beaucoup de romans dans ce style. C'est un style très inspiré de ça, de Stephen King. Ok. C'est peut-être sorti avant, mais en tout cas, c'est dans le même style, c'est une bande de gosses. Et en fait, ils font une espèce de voyage initiatique où ils apprennent la mort dans toutes les périodes de l'histoire. Donc ils commencent par l'Égypte antique avec les momies. C'est pas giga complexe comme bouquin, mais ça explique la mort et... Ah, c'est giga intéressant, du coup. Tu vois de la mort du point de vue de toutes les différentes cultures dans le monde, dans C'est ça. l'histoire, etc. C'est ça. D'accord. Et à la Ouais, fin... la mort au Mexique, c'est bien Exactement, différent ouais. des autres trucs. Ok. Et il y a ce truc où... C'est vraiment juste pour Spooky Skeleton, quoi. Ouais, c'est exactement, c'est spooky. C'est pas un livre d'horreur, c'est pas... C'est un peu spooky, fantastique. D'accord. Et du coup, je sais pas, c'est un truc qui me rassure, parce que j'ai une grande angoisse par rapport à ma mortalité. Du coup, 31 octobre, la fête des morts, tout ça. Mais du coup, justement, en Europe, il n'y en a pas... Halloween, je suis pas trop dans le mood rapport à la mortalité, là. Moi, je pense qu'il y a peu de gens qui l'ont, à mon avis, ces trucs-là. Mais parce qu'encore une fois, on est en Corse, il y a des traditions... Ah, encore, ça, c'est pas mal. Ah ouais, en Corse, c'est un truc, la Toussaint, c'est le lendemain, du coup, c'est pas le 31, Je savais même c'est le pas. premier. Mais il y a ce truc de te rappeler de tous tes ancêtres. Ah ouais. T'as les grands-parents qui te font aller sur les tombes en mode, tu vois, lui, c'est ton arrière-arrière-grand-père, je l'ai pas trop connu, mais il était comme ça. Ça, je sais pas du tout. Ça se voit que je suis pas une famille corse, en fait. À part le livre, du coup, de la Hobo's Life, Oui. qui, en quelque sorte, un peu te fait fantasmer sur cette potentielle vie. Les autres trucs, c'est pas tellement des trucs qui sont des œuvres qui te font du bien en soi, j'ai l'impression. Bah, genre, j'ai un bouquin, par exemple, de Philippe Perfettine, c'est un auteur corse, sur Napoléon, Ok. qui s'appelle, je crois que c'est Napoléon Punk, un truc comme ça. Et la couverture est très marrante, parce que c'est littéralement Napoléon avec une crêpe de punk. Et en fait, dans le bouquin, Philippe Perfettine, il explique comment... C'est le conservateur du musée Fèche. Ouais. Et lui, il explique comment il est tombé dans Napoléon. Comment il est expert de Napoléon. Et en fait, lui, c'est parce que quand il était ado, il avait ce côté punk rebelle, un peu en dépression, etc. Et en fait, il en a appris plus sur la figure de Napoléon. Il s'est rendu compte que Napoléon, c'est un mec avec plein de fêlures. De fêlures. De fêlures. Genre en mode, il y a des espèces de cassures dans sa personnalité. Genre des problèmes avec sa mère. Grosse dépression qui l'assaille de temps à autre. Gros problème avec le fait d'être quand ça se passe pas comme il veut. Et du coup,
je trouve que c'est cool. C'est un livre qui me fait du bien, parce que ça me fait du bien de me dire qu'un personnage historique comme Napoléon, qui est littéralement gouverné. Et qui a même regardé plus que la France quand même, il a conquis une bonne partie de l'Europe. Je veux dire, c'est un mec extraordinaire, super important pour l'histoire. Et du coup, il y a ce truc où se dire que ce mec-là a pu rencontrer des problèmes que moi je rencontre dans la vie de tous les jours, genre mauvaise estime de soi, une relation un peu bizarre avec sa mère, etc. Ça, c'est un truc qui me... Ouais, qui te fait relativiser. Qui te fait relativiser, tu te dis, putain, mais s'il a réussi à être empereur de France, ça devrait pas m'empêcher d'aller faire mes courses, là. Ça, c'est vraiment ça que tu marches mal à la relativiser quand tu as mal. Ah, même en général, j'ai l'impression. Bah, je pense qu'en tant qu'humain, il y a beaucoup ce truc de te dire... En fait, ça fait beaucoup de bien de te dire ouais, j'ai vu un truc horrible, mais il y en a d'autres qui l'ont vécu. Oui, ouais, bah, dans plein d'œuvres d'art, t'as ce truc-là où tu te sens moins seul. Enfin, souvent, il y a pas mal d'œuvres d'art où un artiste voulait parler de quelque chose en particulier. Et en fait, d'en parler, les gens qui vivent la même chose, ils se sentent moins seuls, quoi. Et du coup, tu t'identifies au personnage principal. Et il y a ce truc-là de dire, merde, putain, je suis pas le seul à vivre ce truc-là, quoi. Incroyable, quelqu'un a fait une œuvre d'art qui en parle, quoi. En fait, je pense que c'est surtout le côté ce mec-là qui a fait ce tableau, écrit ce livre, c'est plus un inconnu qui fait de l'art, ça devient mon frère en souffrance. Tu vois, ça devient le mec qui a ressenti... Ouais, tu te connectes du coup à un auteur, à un développeur, etc. Et quelqu'un qui peut être genre giga talentueux, tu te connectes à lui et tu te rapproches de lui, quoi. Et je pense que ça peut être pas mal de dire, putain, je me rapproche d'un type qui était incroyable dans un certain domaine, qui m'a fait vivre des trucs de fou. Et ouais, c'est ça, je me rapproche de lui dans la souffrance, quoi. Ouais, je trouve que c'est pour la santé mentale, l'équivalent d'avoir un problème avec ton PC ou avec un logiciel et de tomber sur un post qui date d'il y a 4 ans, on dit la réponse. C'est bizarre comme comparaison. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, tu sais. C'est ce truc de en fait, tu vois les autres résoudre les problèmes que t'as eu. Et du coup, t'es en mode, ah, putain, ça se règle, ouf. Il y a 44 réponses. Je peux scroller sur les Reddit et je trouverai bien un truc. Après, sans forcément que ce soit des trucs qui datent d'il y a longtemps. Des fois, tu peux trouver des œuvres d'art ultra récentes qui parlent de souffrance. Parce qu'en plus, il y a beaucoup de souffrances aujourd'hui qui sont vraiment du jour d'aujourd'hui que tu peux pas trouver 200 ans en arrière. Ah oui, c'est pas. Genre tout ce qui est par exemple misère affective, etc. Des choses qui existent. Ouais. Genre le fait d'être un peu esselé, de pas avoir forcément d'amis, de compagnons. Ah oui, d'être un peu isolé, ouais. Oui, notamment la sorte de solitude un peu. C'est ça. Parce que l'isolation. Parce qu'à l'époque, ça existait bien sûr. Mais aujourd'hui, avec le travail à la maison, avec des travaux de plus en plus en entreprise où tu parles pas forcément avec les gens, tu vois, où c'est des travaux un peu de bureau où tu fais juste du Excel. Ouais. En fait, je pense qu'avec le domaine tertiaire, c'est un truc qui s'est ultra développé. Ouais, de fou. Totalement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, qu'il y ait autant de gens qui paraissent isolés, surtout qu'en plus on parlait tout à l'heure de ton Discord là, où il y a plus de gens qui sont dans cette situation un peu d'être isolés. C'est vrai que c'est des problèmes qui sont vraiment récents, quoi. Je crois le plus gros exemple que j'ai, c'est un collègue qui pareil, lui, ça fait depuis des années qu'il est isolé dans sa chambre et en fait il a perdu l'habitude de sortir au point qu'il se fait tout livrer, etc. Et au point que quand il allait en cours, ça lui faisait mal aux pieds, aux genoux, alors qu'il fait juste 10 minutes. Ouais, plus l'habitude de rester debout. C'est ça, exactement. Il est constamment dans le noir, constamment à 40 degrés en caleçon. Et dans une isolation où tu le sentais socialement qu'il était isolé, qu'il n'était pas habitué à parler à des gens. Puis la violence du monde extérieur. Oui, ouais. Je veux dire, après avoir passé 3 semaines dans ta chambre quand tu sors dehors, les bruits de voiture, les bruits des passants, les gens qui te poussent un peu parce qu'ils sont pressés, tu vois. Les trucs qui nous passent normaux, mais... Oui, ouais, c'est ça. Après, ça va, mais pour moi, c'est plus, tu vois,
quand t'es dans ta chambre, etc., tu vois, genre parler à des gens sur Discord, c'est pas le même risque que parler à des gens que tu vas potentiellement côtoyer tous les jours. Parce que tu peux potentiellement quitter l'appel, quitter le serveur, Exactement, c'est c'est ça. Et là, si tu fais une blague un peu vaseuse et que tout le monde le prend mal, Ouais, c'est pas au le même. pire des cas, t'es ban, quoi. Oui, c'est ça. C'est pas les mêmes enjeux. Ouais, enfin, il y a beaucoup de trucs où tu sais, tu le ressens et cette personne-là, ouais, s'est un peu rendu compte de son état il y a 1 an en arrière. Ça, il y a 1 an en arrière. Où il s'est vraiment rendu compte du truc et en fait, il commence carrément à faire des crises d'angoisse de sa situation, etc., quoi. Mais parce qu'en fait, le fait de sortir dehors était devenu compliqué parce qu'il avait même pas d'habits pour le sortir, etc. Bah, tu vois, faut qu'ils disent les clochards célestes. Ah, moi, tu penses. Pourquoi tu penses ça te pousse à vouloir sortir Ouais, en fait, je sais que moi, ça me rassure parce qu'il y a ce côté, c'est possible de le faire. Te dire que la potentialité est là, déjà, c'est beaucoup. Il y a le documentaire d'Inox Style également. Oui. Possibilité de. Après, tu vois la question que je me pose moi, pour ce documentaire. Est-ce que des gens qui sont mal à certains moments de leur vie vont revenir vers Kaizen, le regarder et se sentir mieux? Est-ce que ça va être le clochard céleste de quelqu'un, tu vois? Je pense que ouais, en vrai. Hein. C'est possible, hein, Toutes les œuvres sur le clochard céleste. Hein. Ouais, Je pense. Hein. ce serait marrant que tu utilises clochard céleste comme terme pour le podcast en général. Essaie de dire le nom. Et du coup, toi, c'est quoi ton clochard céleste? T'expliques ce que c'est et... Mais ouais, j'avoue. C'est quoi ton clochard céleste? En plus, ça fait un peu mystique. Il y a un espace de... Ouais, parce que du coup, je t'ai pas dit, mais dans le bouquin, les clochards célestes, pour le personnage, c'est les nuages, en fait. Attends, quoi? Ce qu'il appelle les clochards célestes, c'est les nuages. Ah, ok. Et pourquoi il appelle ça les clochards célestes? Parce que c'est des trucs qui voyagent constamment, qui sont dans le ciel, du coup. Ok. Et surtout, il s'identifie à eux, parce qu'il est un peu comme eux, quoi, porté par les vents. D'accord. Lui, par les vents de la vie qui l'amène un peu partout. Là où le nuage est porté par le vent. Ok, c'est giga stylé comme raison. D'accord. Truc con, mais il y a Project Zomboid aussi que je rentre là-dedans pour moi. Ah ouais? Parce que le fait d'être dans des phases de ma vie où j'ai du mal à prendre soin de moi, prendre soin d'un personnage virtuel, le faire survivre, le nourrir, etc., en fait, ça me... Il y a des moments où ça me tire vers le haut, tu vois, ce truc. Quand je prends l'exemple, oui, j'oublie ma propre vie, je mange plus, hein, je suis à fond dans le jeu. C'est assez chiant. Ouais, mais il y a ça, en fait, c'est Project Zomboid est très prenant en termes de temps, donc ça te vide l'esprit. Ouais, oui, par contre, c'est vrai qu'il y a un... c'est vrai qu'on n'a pas trop abordé le truc, mais pour moi, en tout cas, dans les phases de down, des genres de choses, il y a vraiment un truc où les œuvres d'art qui prennent du temps à être consommées sont pas mal, en fait. Ouais, parce qu'elles sont chronophages. C'est ça, elles sont chronophages, et du coup, tu restes longtemps dans cet état de pas réfléchir à toi-même, et d'être entièrement dans le jeu, et d'ancrer dans le jeu, et de pas de réfléchir à comment tu vas mal, etc. Je sais avec Skyrim aussi, je pense. Ah oui, un de temps en temps... Parce que Skyrim, j'ai 100% des succès. Ouais. C'est un des seuls jeux que j'ai platiné à 100%. Et pour autant, en fait, je pense que Bord de Ciel m'attire autant. Parce que, tu sais, c'est la maxime latine bis repetitat placent. Genre, ce qui est répété plaît. Ouais. C'est ce truc, en fait, Bord de Ciel, c'est un monde accueillant pour moi. Parce que je connais toutes les quêtes, je connais tous les PNJ, je connais les meilleures armes, je connais tous les endroits. Tu vois, et du coup, il y a ce monde dans lequel j'ai un contrôle total, à l'inverse de la vie où j'ai un contrôle sur peu de trucs dans ces moments-là. Et du coup, ça... Ouais, c'est encore un autre truc, là, c'est même pas juste le côté chronophage, c'est aussi le côté... Ouais, c'est le côté un peu, je suis le maître de l'univers sur ce jeu, parce que je le connais par cœur. Tu connais tout... Oui, je pense qu'il y a beaucoup de gens où c'est ça, à mon avis, où ils reviennent sur des jeux. Ouais, ça, ils reviennent sur des jeux qu'ils connaissent par cœur, parce que... je pense que c'est le côté un peu réconfortant du truc, en fait. En effet, vu que tu connais par cœur l'œuvre, oui, tu vas pas avoir de surprise, du coup, de mauvaises surprises, quoi. Ok, bah du coup, mon clochard céleste, je pense pas que j'en ai un en particulier. Oh, t'as bien une musique un peu doudou que t'écoutes, non? J'ai une vibe de type de jeu, de type de série ou de film, qui sont souvent très doux, un peu. C'est assez bizarre, mais c'est vraiment doux amer un petit peu.
les œuvres que je consomme quand je vais pas bien. C'est pas des œuvres full tristes, Ok. et c'est pas des œuvres non plus good vibes. C'est un sort vraiment d'entre les deux réconfortant, quoi. Genre, je sais pas si tu vois Bee and Puppycat. Oui. Bee and Puppycat, du coup, c'est une œuvre vraiment qui m'a marqué et qui m'a vraiment accompagné dans une bonne grosse période de dépression. Ok. Et genre, pour même que je sais pas, je l'ai vu 2 fois d'affilée, genre vraiment. Genre, il y a plein genre de jeux dans le même style auquel je jouais à ces mêmes périodes de down, etc. quoi. Genre Night in the Woods par exemple. Oh oui, très cool. Où tu vois, c'est pareil, genre c'est pas triste. C'est pas du tout un jeu triste, d'ailleurs c'est Spiritfarer, est-ce que ça t'a... totalement. Ok, je bah voulais ouais. en parler. Spiritfarer, pareil. Exactement pareil. Genre dans le truc où c'est pas triste. Totalement. Enfin, si c'est triste, en vrai, c'est giga triste Spiritfarer. Oui. Mais c'est. Enfin, même. L'ambiance visuelle, la musique, etc. est ultra réconfortant, joyeux, plein de couleurs, etc. Et bah, tu vois, Mmh. Spiritfarer, en termes de ce que ça dit, c'est exactement la même chose que l'arbre d'Halloween. Ah ouais, genre... Accepter la mort, accepter la mort, genre de choses. Ouais, totalement. Parce que c'est vrai que de toute façon, c'est un jeu sur le deuil de fou. C'est un mood vraiment doux amer, je trouve que c'est vraiment Ouais, c'est un mot adéquat pour parler de Spiritfarer, qui est vraiment un jeu où tu vas accompagner du coup les gens entre le paradis et... En fait, ils sont dans les limbes, Oui, ça, ils sont dans les limbes et il faut qu'ils s'acceptent leur mort pour accéder au paradis. et du coup, Toi, tu ça passe t'accompagnes. par la traversée du bateau. Ouais. Et ouais, c'est vrai que c'est giga... Il y a des moments, pour le coup, le jeu m'a fait chialer à certains moments, Spiritfarer. Et du coup, ça serait un peu tes clochards célestes. Bah, je crois que les clochards célestes, c'est la vibe un peu doux amer Ok. de certaines œuvres d'art, un peu. Tu vois, dans Beyond Puppycat, c'est pareil, c'est... En plus, Beyond Puppycat, ça se concentre... Enfin, en fait, tu le regardes... Je sais pas, c'est vraiment trop bizarre la façon de regarder Beyond Puppycat, en fait, parce que il y a vraiment des scènes qui sont vraiment juste vibe, pour moi. Et dans beaucoup d'épisodes, il y a vraiment des scènes entières, genre de 5 minutes, où en fait, il se passe rien, ça a aucun intérêt pour l'histoire, c'est vraiment juste pour la vibe. Genre, de la vibe un peu réconfortante, mignonne, mais un peu mélancolique sur certains bords, en fait. T'as fait unpacking? Ouais, j'ai fait unpacking, mais pas pendant cette phase-là. Ok. Tu ranges pas dans doux amer. Bah, je pense que j'ai pas assez longtemps joué. Je pense que je suis arrivé au moment où justement elle s'installe avec. Ah oui, tu t'es arrêté vraiment. Ça, putain, ouais. je sais le twist après. Je sais qu'après, en fait, elle sort. Du coup, elle se sépare sûrement de son copain et elle se réinstalle chez soi. Ouais, c'est même pas ça, c'est même quand elle unpack chez son copain. Mhm. Moi, c'est ça que je trouve trop intéressant, c'est que c'est une narration par le gameplay en fait. C'est que son copain a déjà plein d'affaires. Oui, ouais. Et qu'elle a pas d'endroit où mettre ses affaires à elle. Et du coup, tu te retrouves à foutre genre ton diplôme dans le caleçon, dans le tiroir à caleçon, tu vois. Ah, mais c'était pas de ça. Tu sais, c'est ce que la Peut-être j'ai même pas fini ce niveau. Par exemple, t'as pas de place pour mettre ton diplôme. Ou alors tu le mets dans les chiottes, je crois, un truc comme ça. Ah ouais. C'est le truc vraiment. Ouais, en fait, ça te tease déjà sur le niveau d'après où tu te réinstalles. C'est ça. Avant C'est ça. ça. Et du coup, à aucun moment, c'est dit qu'elle se sépare, juste tu Ouais. unpack chez les parents. Mais attends, et ça, du coup, tu le carré dans le doux amer parce que, genre, il y a à la fois le. Bah, c'est très cosy. gameplay, ouais, Exactement, gameplay, ouais, c'est très etc. cosy. Et ouais, la tristesse. La tristesse en même temps de voir que la plupart du temps, quand elle unpack, c'est parce qu'elle a quitté l'endroit que t'as décoré juste avant et où elle se sentait sûrement bien. Ouais. Tu vois Je sais pas si vous considérez dans la même vibe de mon clochard céleste, en vrai, pour le coup. Je sais pas, c'est vraiment une vibe spéciale, en vrai. Genre, pour les 3 trucs que quand j'ai réfléchi là cet après-midi, les 3 trucs qui m'ont sont venus en tête, c'est ça, c'est Beyond Puppycat, Night in the Woods et Spiritfarer. Et je crois dans chacun, il y a vraiment un style artistique qui est assez réconfortant. Oui. Dans chacun des c'est 3. très mignon. Ouais, c'est ça, c'est très mignon, Ouais. c'est très... Et c'est très posé dans les 3. Oui. C'est genre, en fait, tout prend son temps. Genre, Beyond Puppycat, c'est pareil, il y a plein de trucs qui prennent beaucoup de temps. Et t'as pas... Enfin, vraiment, l'histoire, en fait, peut se résumer assez rapidement, en fait, de ce qui se passe réellement. C'est genre, plein d'épisodes, c'est des épisodes aléatoires, où c'est genre juste la fille qui fait une mission pour avoir de l'argent Oui. juste après, quoi.
Et c'est vraiment tout l'épisode, il se passe des petites péripéties, mais qui ont aucune réelle importance sur l'histoire, la trame en fond, quoi. Est-ce que t'as d'autres clochards célestes qui te viennent en tête, toi? Bah, je peux passer aux séries. J'ai Les Sopranos. Les Sopranos, c'est ton clochard céleste? Je l'ai vu 26 fois. Et comment ça se fait que tu penses que t'as... Déjà, c'est une série qui parle de santé mentale. Ah ouais? Parce qu'en fait, c'est vraiment une série dans la mafia. C'est pas une série sur la mafia. C'est une série où les mafieux sont vachement ridicules. Ok. C'est les mafieux du commun. C'est les mafieux, sauf que le jour où ils vont aller buter le boss adverse, ou le mec, le second du boss adverse, bah en fait, ils vont le poursuivre dans la forêt, et puis ils vont se piquer avec des plantes vénéneuses. Du coup, ils vont se gratter dans le tirant dessus. Tu vois, c'est des trucs qui presque paraissent comiques, mais qui en fait ancrent la série dans un réalisme qui est incroyable. Et puis dans Les Sopranos, il y a ce double jeu. C'est-à-dire que c'est des acteurs qui jouent des gangsters des années 2000. Donc des gangsters en fait qui eux-mêmes jouent le rôle de gangsters. Attends, comment ça? J'ai perdu là-dessus. Bah, c'est-à-dire que par exemple, Christopher, c'est un des jeunes qui est dans la mafia. Ouais. Lui, c'est un mec qui adore le cinéma. Et du coup, il s'identifie à des mecs comme Tony Montana, comme le mec dans Le Parrain et tout, tu vois. Et du coup, il joue un rôle de gangster de cinéma. En fait, il joue le rôle d'un mafieux, l'acteur, Qui aurait vu les films de... qui aurait vu des films de mafieux et qui du coup essaie de se conformer au cliché du mafieux qu'il a vu dans les films. D'accord, ok. Et t'as tous les mafieux autour un peu plus vieux qui sont en mode putain mais t'as vu trop de films là, qu'est-ce que tu fous, tiens pas ton flingue comme ça, tu vois. D'accord, je vois. Ouais, genre, il tient son flingue en mode Uzi ou genre de choses. Bon, oui, il y a forcément une scène comme ça, mais oui c'est un truc qui pourrait arriver, tu vois, genre... Je vois l'idée. Et du coup il y a ce truc où en fait Les Sopranos c'est une espèce de série sur un mec en dépression qui est père de famille, qui a des problèmes dans sa famille avec ses enfants, avec sa femme, qui est un salaud, hein. Et il se trouve que ce mec est dans la mafia. Mais c'est le plot de la série en fait. D'accord. La mafia, c'est pas le cœur de. C'est pas le cœur de l'intrigue. Ah, c'est le fait qu'ils doivent gérer tout le reste à côté. En C'est fait, ça. c'est la mafia. C'est ça. Genre, c'est genre. Par exemple, c'est un truc à la con, mais il y a des moments où sa cave est inondée parce que son ballon d'eau chaude a pété. Et puis il a eu de la chance parce qu'en fait il y avait un micro du FBI qui était planqué. Tu sais, c'est des trucs du commun en fait qui s'intermêlent avec... Et du coup il y a presque ce truc un peu comique, ce ressort comique de... Ah ouais, en fait c'est un truc du commun, genre le ballon d'eau chaude qui pète, ce qui peut arriver à tout le monde, qui a fait que le personnage n'est pas en prison. D'accord. Tu vois, je trouve que Breaking Bad a ça aussi. Hein. Ouais, je quand tu me disais la description de... C'est le point principal, c'est pas juste la mafia, mais c'est genre le personnage de sa famille, etc. dans ce contexte-là. J'ai pensé directement à Breaking Bad quand tu parlais de ça. Donc, et c'est vrai que ouais, c'est totalement pareil, Breaking Bad, pareil, où c'est pas le plot principal, c'est pas que juste c'est un type qui crée un baron de drogue, c'est aussi la façon dont il gère ça avec sa famille, et ses amis, etc. Quoi. Et en vrai, Les Sopranos est vachement moins classe dans la gestion qu'il a du gangster. Donc, par exemple, c'est un petit spoiler, mais du coup, le personnage principal, à un moment, il va tuer son meilleur ami parce que c'est une balance. Et il va le faire le jour où il a littéralement une intoxication alimentaire. Ouais. Parce que c'est le jour où il faut le faire, parce qu'ils viennent de l'apprendre, ils ont pas le choix, sinon il va balancer. Mais il a une intoxication alimentaire, donc il galère à se lever du lit, il vomit, tu vois. D'accord. Et du coup, en fait, ça rend une scène qui aurait pu être ultra sérieuse, en mode « Pourquoi t'as fait ça, machin ?» à une scène où en fait il a envie d'en finir le plus vite pour retourner se pioter parce qu'il est malade quoi, tu vois. Ouais, c'est assez marrant en effet, il y a plein d'occasions de rendre le truc ultra dramatique, etc. Et non. Et je trouve que du coup ça va rendre encore plus dramatique en fait. Et pourquoi c'est ta série du coup Bah je pense parce que c'est une des rares séries où t'as un personnage qui reste le personnage principal, qui est plutôt, on va dire, viril. Littéralement, il est très grand, un peu gros, très costaud. Et pourtant, c'est un mec qui fait des crises de panique, qui a des problèmes mentaux et tout. Tu vois, pareil, ce côté, c'est ok de pas être bien des fois. Ouais, je vois le même truc avec, du coup, certaines autres infos qu'ils disaient. Ça, genre le truc avec Napoléon. Relativiser, quoi. Ouais. De relativiser sur
comme ça. C'est arrivé à ce personnage de série. Ça peut m'arriver à moi. C'est vraiment beaucoup du coup, des œuvres comme ça que tu consommes quand... Ouais, parce que je pense, surtout que de relativiser, en fait, c'est une histoire humaine, je suis en train de lire cet auteur et il s'est fait tromper par sa femme et ça vient de m'arriver. Bah, c'est plus juste un auteur qui est mort il y a 400 ans. Ouais, c'est mon frère en souffrance. C'est vrai que moi, pour le coup, il y a beaucoup ce truc-là avec la musique, où c'est vrai qu'il y a pas mal de musique. Alors généralement, je m'intéresse pas trop aux paroles, parce que j'écoute très peu de musique en français, donc déjà pour m'intéresser aux paroles, je faut vraiment le voir, quoi. C'est une musique en anglais. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup ce truc, alors c'est depuis, je pense, mes premières ruptures, qu'avant ça, j'écoutais pas trop les paroles, c'est étrange. Il y a quand même, faut le dire, hein, il y a quand même énormément de musique, où les paroles, ça parle d'amour, de rupture, de relations, etc. quoi. Énormément de paroles de musique où ça parle de ça. Et Dernière danse de Kyo. bon, ça aurait peut-être pas été le premier exemple que j'aurais trouvé, mais il y a beaucoup de musique où c'est ça en fait, où du coup je m'intéresse aux paroles et tu sais, je suis en mode waouh, attends, en fait il a vécu le même genre de rupture que moi, waouh, attends, c'est la distance avec cette relation là, waouh, comme ce que je suis en train de vivre. En fait, tu cherches presque. Tu romances le truc d'une manière à le rapprocher à Mais en fait, une situation, quoi. tu cherches toi dans l'altérité. Oui, ouais. Genre dans l'autre, tu cherches toi. Ouais. Et après, tu te sens seul un petit peu, t'es en mode waouh, c'est arrivé du coup à ce truc-là. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup ça pour le coup dans la musique pour moi, quoi. Je sais pas s'il y a une œuvre d'art en particulier qui me vient en tête là. Je crois qu'il y a pas mal Last Dinosaurs. Je crois que je t'avais envoyé des trucs. Last Dinosaurs. Incroyable. Voilà. C'est vraiment parce que c'est gros. C'est genre du rock ultra good vibes et tout, généralement. Et les paroles, c'est vraiment genre juste des paroles genre de rupture amoureuse, de relations qui se terminent, de relations qui sont compliquées, etc. La plupart des paroles, c'est des trucs comme ça, genre c'est... Et quand t'écoutes juste, tu sais, sans réfléchir, enfin, sans regarder les paroles, t'es en mode, trop good vibes, ça. Pas du tout. Et en fait, au final, au niveau des paroles, pas du tout. En fait, c'est peut-être un peu assez proche, du coup, des trucs un peu doux amers dont je parlais. Oui, c'est du doux amer. Il y a à la fois côté. Le style graphique est doux amer. C'est ça. Bah là, le style graphique, bon. Ah oui, L'album, mais le style musical est. Oui, genre en fait, la forme est douce et le fond est amer. Ouais. J'ai pas de trucs sur lesquels je reviens constamment, genre de choses. T'as pas de... Putain, Ouais, je pense que pour le coup, t'étais vachement... C'est plutôt atypique, le comportement. Ouais, peut-être, je sais pas. J'ai vu beaucoup de gens revenir sur les trucs, bouffler au moment où ça va mal sur des trucs. Bah, le truc, genre forcément en rupture, les musiques qui te font penser à la personne avec qui tu viens de rompre, des fois j'ai des mauvais réflexes de l'écouter beaucoup, qui n'est pas forcément la meilleure chose, mais bon, je suis con. Ah, alors, est-ce que c'est une mauvaise chose? Moi, je pense pas. Parce que du coup, tu contrôles ta tristesse. Oui, bah tu l'évacues, c'est vrai. Et puis tu l'évacues dans un endroit où tu te sens safe, genre chez toi, par exemple, dans ta chambre, dans ton appart. Et du coup, ça te permet de moins la ressentir peut-être dans la journée après qui suit. De moins y penser parce que tu t'es débarrassé. C'est vrai, ouais, totalement. Après, des fois, tu vois, genre au pif, je la remets alors que tu vois, j'étais dans un good mood. Et ça te remet direct. Ça me remet directement dans un mauvais mood. Est-ce que c'est pas un espèce de peut-être réflexe de ton esprit qui est en mode là on est good, est-ce qu'on mettrait pas un peu de bad? Peut-être, ouais. Peut-être. Genre, quand j'ai mal, genre maintenant, je peux pas me permettre d'aller mal et je refuse d'aller mal. Mais en fait, en faisant ça, au bout d'un moment, le truc ressurgit comme ça d'un coup en explosion presque. Et j'ai beaucoup ce truc-là, du coup, ça fait que tu vois, quand j'écoute des musiques comme ça qui me font penser à la personne, je culpabilise parce que je me dis, j'ai pas le droit d'aller mal, j'ai pas le droit d'écouter cette musique et d'être triste, etc. Alors qu'en vrai c'est ok. En vrai, c'est totalement ok, hein, c'est même, je pense, plus sain qu'autre chose. Et c'est ok, je trouve même 15 ans plus tard d'écouter la musique et d'être encore en mode putain. Ouais, en mode, c'est horrible, etc., de repenser à la personne. Hein. Après, ça va aussi, parce que j'ai réussi, grâce à ça, à sortir certaines musiques hors de leur signification originale.
Ok. Et du coup, maintenant, c'est des musiques qui avant étaient vraiment associées du coup, à une ex, ce genre de choses. Et maintenant, j'arrive à écouter en mode un peu près un peu en mode doux amer en vrai. Ok. Pré-disco, qui du coup, mon ex m'a fait découvrir. 2 semaines après, du coup, on a repu. Et cette musique, j'ai continué à l'écouter beaucoup de fois. Mais en fait, j'ai réussi à la réécouter après dans des contextes avec des amis, etc., où je leur ai fait découvrir la musique. Et en fait, du coup, j'ai créé plein de nouveaux souvenirs, autres que souvenirs de mon ex. Ouais, c'est même pas une semaine après la rupture, où du coup, je l'ai fait écouter à ce groupe-là dans la voiture. Et vraiment, où tout le monde s'est enjaillé de fou sur la musique. Du coup, ça a créé un Ça a créé mood. vraiment un nouveau, un souvenir good mood sur cette musique-là, en fait. Ça, c'est incroyable. Et qui fait que maintenant, quand j'écoute la musique, je suis pas juste en Oh, mode... t'as exorcisé en fait les musiques de son côté bad, quoi. Ouais, un petit peu, ouais, j'ai réussi à l'enlever du côté bas en la remettant dans d'autres contextes, quoi. En fait, c'est bien, c'est une musique à la base qui te rend triste. Et en fait, en la réécoutant et en te rendant compte que tu vois, genre, vas-y, continue son cours, que tu rencontres d'autres personnes, et en la remettant dans ce contexte-là, bam, l'œuvre d'art en fait évolue et devient un peu plus joyeuse, quoi. On n'a pas trop parlé de Night in the Woods, du coup. Donc, l'histoire, en gros, c'est genre, tu as du coup Mae, personnage que tu contrôles, qui revient après avoir échoué à ses études, en gros, dans sa petite ville natale, qui reloge chez ses parents, et qui du coup va voir ses amis d'enfance, Qui eux sont pas partis. qui eux sont repartis et qu'elle a pas vu depuis 2 ans. Ok. Et en fait, après, le reste du jeu, c'est genre, tu travailles le matin, tu explores la ville, tu veux parler aux gens que tu veux, etc. Et en fait, après, à la fin, le soir, l'après-midi, tu choisis de faire une activité avec soit l'un des 2 personnages principaux, qui est une amie d'enfance qui est devenue une grosse gothique, etc. Alors qu'avant, vous étiez en mode, c'est amie mignonne, etc. C'est devenu une grosse gothique qui fume, etc. Et ton autre ami d'enfance qui est devenu un type un peu hyperactif, homosexuel, qui est tout en mode good mood, etc., bonne humeur. Ok. Et ouais, en fait, c'est vraiment genre le jeu du quotidien, un petit peu, il y a une trame en fond, parce que tu trouves un bras, en gros, d'un humain, Ok. et t'as des disparitions, parce que justement, il y avait aussi une autre amie d'enfance qui a disparu, mystérieusement. Ok. Il y a cette sorte de trame là en fond, mais pour moi, c'est vraiment le truc principal du jeu, c'est vraiment genre le sorte de train-train quotidien de toi qui reviens dans ta vie de la Tu peux finir le jeu en t'en foutant du bras. Non, la trame principale revient. Forcément, la trame principale revient au bout d'un moment. Je peux être en mode je vis ma meilleure vie avec la gothique et devenir lesbienne. Non, t'as pas ce genre de liberté là. Je sais pas, tout le jeu a une vibe doux amer. Ok. C'est vraiment un truc léger de fou. Et en plus, c'est comme un jeu, moi je crois, il m'a pris une vingtaine d'heures quand même pour finir. Ah oui, on est quand même pas sur un petit jeu. Non, en vrai, c'est un jeu indépendant, mais il est bien lourd en termes de contenu, c'est cool. Ouais, je sais pas pourquoi ce jeu, en tout cas, c'est vraiment le jeu que j'associe au... Comment ça s'appelle ? Clochard Céleste. Tu sais, je me suis vraiment fait tatouer en plus ce personnage de Night in the Woods. Oh. Et le rapport un peu, je dirais, genre, santé mentale, tatouage, c'est un truc qui te... Pas tellement, enfin... Genre, t'as quand même gravé 2 œuvres dans ta peau, quoi, c'est... Oui, ouais. Celui-là, Night in the Woods, ouais, pour le coup, il y a vraiment une sorte de période de ma vie, la période de Covid, etc. Night in the Woods, ça a été vraiment un peu la résolution de cette période-là, en fait, un petit peu pour moi. Et de un peu, tu vois, pour me confier aux gens sur mon état, etc. Un truc très con dans Night in the Woods, pratiquement tous les matins, en fait, tu parles à ta mère. Des fois, tu t'engueules légèrement avec elle, parce qu'en gros, elle comprend pas pourquoi t'as quitté les études, etc. Mais en fait, c'est même sans ça, t'as le truc de prendre des nouvelles, de te poser avec ta mère, de parler avec elle et d'avoir des réelles discussions, etc. Et pendant la période de Covid, du coup, après, c'était con, mais j'ai commencé à prendre le réflexe de faire la même chose. Les midis, ma mère, elle rentrait du coup à l'appartement pour manger, entre son taf. Et du coup, je prenais le temps j'en profitais vraiment, genre je me posais avec elle. Et plutôt que manger, dans ma chambre, etc., j'ai parlé avec elle, quoi. Et petit à petit, j'ai commencé à parler du fait que j'allais pas super bien à ma mère,
Du coup, c'est bon. Enfin, grâce à ce moment-là, privilégié, j'ai réussi à tracer à l'aise pour parler du fait que j'allais pas super bien à ce moment-là à la mère, quoi. Du coup, elle a pu pas mal m'aider là-dessus, quoi. Le personnage, justement, à la fin, il se confie à ses amis du fait de ça, un peu, du fait qu'il a l'impression d'avoir une pathologie. Et pareil, le fait de se confier à ses amis, etc., c'est un truc que je me suis jamais permis de le faire avant ce jeu-là, quoi. C'est ce jeu-là qui t'a... Ouais, je pense vraiment ce jeu-là, il m'a, sur le thème santé mentale, m'a vraiment remis en question sur beaucoup de choses. Est-ce que tu penses qu'il y aurait ce podcast sans ce jeu, du coup? Il y a des chances que non, en vrai. Putain, c'est incroyable. Non, je sais pas, en vrai, c'est vrai qu'il y a un truc que je voulais faire, que j'ai oublié. C'était genre la question comment ça va. Ok, bah si tu veux, on peut la faire maintenant et tu la Comment places. ça va. Bah écoute, ça va comme un automne. Ok. Voilà. Genre, et comment ça va en ce moment, genre ces derniers mois? Bah c'est justement, en fait, ces derniers mois, je découvre un truc qui est particulier. C'est que toute ma vie, j'ai eu des phases où je me sentais mal. Mais il y avait tout le temps une raison. Genre, je suis pas heureux dans ma relation, j'ai pas ce que je veux, professionnellement, je suis pas là où je voudrais. Et en fait, bah maintenant, je découvre que ça peut arriver, alors que je suis dans une relation qui me rend super heureux, que professionnellement, je suis ok tiers, genre ça va. Et en fait, je suis dans ce truc où je me rends compte qu'il y a tout qui peut aller bien et je peux quand même avoir des phases de down. Et ça, c'est terrifiant, je trouve. Ouais. Tu vois, se dire que, bah littéralement, t'es en couple avec une personne, la personne te dit, ok, je vois que t'es pas bien, qu'est-ce qui se passe? Bah tu dis, bah en fait, rien. Je suis pas bien, tu vois. Ah ouais. Après, dans ce cas, c'est peut-être un peu aussi réconfortant, parce que du coup, tu me dis, il y a plus rien de truc miraculeux qui a fait en sorte que il mieux. Oui, c'est ça, oui. Si je suis mal, bah peut-être juste parce que je suis mal. Et du coup, genre, J'ai besoin d'un truc. je prends une espèce de recul, et je me dis que des fois, il y a des trucs pour lesquels je me suis senti mal. Et en fait, c'est pas ça qui m'a fait me sentir mal, c'est juste qu'on était à cette période où je me sens mal. On était dans cette phase... Un peu de mal. Ouais, pas forcément cyclique dans le sens tout le temps en même période. C'est quand je dis période, ça peut être des périodes, genre, je peux me taper une phase dépressive de 2 semaines en plein milieu de l'été pour rien, quoi. Comme je peux me la taper au printemps. Là, par exemple, tu vois, c'est un truc à la con, mais je me tape une petite phase pas ouf. Parce que, c'est un exemple à la con, mais en fait, j'attendais v'là l'hiver pour faire des tenues trop stylées. Et je me rends compte que là, on est en automne, et qu'il fait encore trop chaud pour porter des gros manteaux et les trucs que j'avais prévu de porter depuis cet été. Et du coup, bah, je suis un peu déçu, parce que j'avais une espèce d'attente de la fin du mois de septembre, en mode ah, ça, il va faire froid. En fait, pas du tout. Du coup, j'ai créé cette situation... Ouais, mais tu vois, j'ai créé cette situation où je me déçois, et en fait, c'est ma faute. Parce que j'avais des attentes envers un truc sur lequel j'ai pas d'impact. Je pouvais rien y faire, la température. Oui, Donc, en vrai, je trouve que c'est une leçon de vie, tu vois. Faut pas se poser des trucs en mode ça va être comme ça alors que t'as pas le contrôle dessus. oui. Et je trouve que c'est pareil avec les relations. Tu vois, j'ai mis beaucoup de temps, par exemple, maintenant que je suis heureux dans une relation, à me dire ça peut se terminer n'importe quand. Je pense que c'est compliqué pour plein de... Bah, en vrai, maintenant je l'attends. Ça peut se terminer et c'est ce qui donne de la valeur au truc. Parce qu'en fait, si jamais tu sais que ça va continuer toute ta vie, ou t'en as l'impression en tout cas, bah, c'est ça, tu donnes plus d'importance et tu fais plus d'efforts et tu vis pas le moment présent. Alors que là, du coup, le fait de savoir que à n'importe quel moment tu peux perdre ce truc trop bien, bah t'en profites de fou. Et tu vois, ce que je trouve horrible, c'est que si on m'avait dit ça à 14 ans, j'aurais dit n'importe quoi, ma copine en somme. Sinon, un truc que j'ai appris à faire aussi récemment, c'est un dézoom de moi-même. Genre en mode, tu vois, je suis là, je suis sur Terre, je dézoome, je vois la planète, je dézoome encore et je vois l'univers. Et du coup, je me dis, en fait, ce que je ressens, c'est pas si important. Cette espèce de dézoom mental, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tu sais, tu te rends compte à quel point t'es insignifiant. Genre, Oui, c'est ça. Et du coup, t'es en mode... Ouais, mais en fait, genre, le fait que, par exemple, je sais pas, genre, cette personne me casse les couilles en ce moment, c'est pas grave. Le fait que ça se soit mal passé, c'est pas grave, on s'en fout. Il y a l'univers entier, il y a le cosmos. Tu vois. Bah, je pense qu'en fait, ça m'a... de base, je suis un écorché vif hypersensible. hypersensible. Bah, c'est-à-dire que je ressens tout, fois 1000. Et du coup, j'ai ce truc où le moindre truc peut me mettre mal. Par exemple, quand je parle à des gens,
le moindre changement de ton par message, ça peut me faire stresser. En mode, est-ce que j'ai fait un truc mal? Est-ce que... Ou une personne qui met plus de temps à répondre. Ou une personne qui va peut-être genre moins me parler, tu vois. Alors qu'en fait, il y a 15 000 explications autres que moi j'ai fait un truc mal. Oui, Parce qu'en fait, t'es plutôt égoïste et centré sur moi-même, hein, parce que le monde tourne pas autour de moi, et du coup, bah... Et du coup, le fait de dézoomer comme ça, en fait, ça me rassure de fou. Je me dis, putain, mais... c'est pas grave. Oui, Si la personne veut sortir de ma vie, elle sortira de ma vie. Si elle revient me parler un moment et qu'elle est plus comme ça, bah c'est ok. Genre, c'est le truc de te dire aussi, quoi qu'il se passe, tu vas t'en sortir. En fait, c'est un truc en 2 phases. Ouais, d'abord tu dézoomes, d'abord deuxième tu le minimises. c'est ça, et après tu rezoomes sur toi et t'es en mode, de toute façon, je me connais, je m'en suis toujours sorti jusqu'à maintenant, j'ai 24 ans, j'ai vécu la plupart des situations, il y a forcément un truc que je pourrais faire. Niveau en ce moment, c'est ta technique. Ouais. Peut-être de temps en temps aller mieux, ou autre chose. Genre les 2 trucs, c'est vraiment cette technique que j'ai développée et le fait de découvrir que les phases down peuvent arriver sans raison. Alors que t'es heureux et que rien n'a changé par rapport à hier et qu'aujourd'hui t'es mal et que demain peut-être que pas. Du coup, tu acceptes un peu plus le fait de faire ces phases-là quand elles arrivent, tu les acceptes un peu plus. Ouais. Un peu plus en mode world. T'es juste en mode ça va passer en fait. Ouais. Ça, tu rationalises en mode je sais que là maintenant ça me touche beaucoup ce truc, mais est-ce que ça me touchera beaucoup dans 4 jours? Il y a peu de chance. En fait, je me connais mieux, quoi. Je comprends comment je fonctionne. Ouais, c'est bien, ouais. L'acceptance du mal, je pense. L'acceptance du mal, je crois que c'est un des thèmes que je voulais. Un des thèmes que je pense que j'aurais bien faire aussi. L'acceptance d'aller mal. C'est la notion de genre tenir la barre pendant la tempête, quoi. Bah non, c'est vrai, je ne finirais pas ça comme tenir la barre pendant la tempête. Justement, je pense que ce serait plus le fait d'accepter de se laisser submerger pour remonter après, quoi. En fait, le fait de pas accepter d'aller mal, bah, c'est pas vraiment ça, en fait, où tu gardes beaucoup de trucs pour toi et en fait, au final, ça s'accumule et t'arrives pas à aller mieux après, quoi. C'est vrai que l'acceptation de déjà faire le diagnostic toi-même de aujourd'hui je me sens pas bien sans raison. Déjà, c'est compliqué. C'est c'est... Même avec raison, hein. Même des fois... c'est vrai que même avec raison, te dire aujourd'hui je suis pas bien. C'est ça. Et l'assumer. Moi je trouve ce qui est beau aussi, c'est de dire aujourd'hui je suis pas bien, mais pourtant j'ai dit à des gens que j'irais boire un verre avec eux, donc j'y vais. J'ai dit que je devais aller au taf, donc j'y vais, tu vois. Ouais, mais pourtant, je pense pas que ce soit ça de le cacher quand ça peut plus l'être, quoi. Quand tu vas vraiment mal au point où tu vois même où les gens arrivent à avoir des doutes et à le deviner. Et non, ça vient. Ouais, ça par contre je suis v'là d'accord. Non. Ça je suis v'là d'accord, mais ça change pas le fait que... Au contraire, je trouve que c'est ok, genre si t'as un environnement de taf qui est cool par exemple, d'arriver au taf et de dire voilà aujourd'hui je suis pas très bien, je vais sûrement pas être giga productif, mais je suis là. Ouais. Surtout si tu travailles en équipe et... C'est un record là-dessus. Ouais, juste c'est une grosse preuve de courage, je trouve, de pas être bien et de quand même taffer, de quand même faire les choses. Non, totalement. Mais en fait, j'en suis arrivé vraiment à détester totalement le ça va du travail. Parce qu'en fait, certaines personnes qui demandent ça va, et ben, ils peuvent être prêts d'entendre que tu disent bah non, souvent ça va pas. Autant cette personne dit ça va parce que c'est juste un bonjour. Oui. C'est l'équivalent d'un bonjour. Et en fait, derrière, ils sont pas prêts psychologiquement à que tu leur dises bah ça va pas en ce moment. Et c'est ok aussi. Ouais, c'est ok. Peut-être qu'ils ont pas envie d'avoir la charge mentale. Oui, c'est ça. Ou peut-être que même en ce moment, même pas bien. Et ils ont pas envie que tu rajoutes un truc par-dessus le fait que tu vas mal. Mais c'est vrai que le ça va du travail, j'en suis arrivé à vraiment le détester au point où je ne disais plus bonjour à qui. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que ce qui est compliqué, c'est que le ça va du travail, tu peux pas répondre non, j'ai un cancer. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'ici. N'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous en pensez. C'est une formule qui risque d'évoluer, pour ça que vos retours me sont bien importants. Maintenant, je vous laisse avec un dernier sujet que j'ai pas réussi à trouver où mettre dans le podcast synthétisé en 1 heure, mais que je trouvais quand même très intéressant et marrant.
Donc je vous le laisse. Et merci encore. Ah bah tu vois, Ça lance. BoJack Horseman, pour moi c'est la série des gens qui le regardent et qui sont motivés littéralement moi. Tu vois, cette espèce d'identification, pareil, on peut parler de Drive sur ça aussi. C'est devenu un mème carrément. Ah ouais, genre les... Ah, Ryan Gosling dans Drive, les gens sont motivés littéralement moi. Tu sais, parce que tu vois ce côté, il parle pas, il est un peu weird. Parce que c'est très Presque littéralement moi de justement les gens qui se sentent isolés. Ouais, oui, c'est la vanne, hein. Sociales, quoi, genre. C'est oui, je pense, hein. Ouais. Et à la fin, il pécho pas la fille, quoi. Donc c'est littéralement eux. Mais je sais pas, pour BoJack Horseman, j'ai pas eu trop eu ce truc-là, parce que quand même des... Enfin, je pense pas que tu veux dire, c'est littéralement moi sur un trip Alors, qui... j'ai vu beaucoup de gens toxiques. drogue, etc. J'ai vu beaucoup de gens toxiques, dont des meufs que j'ai date qui étaient ouais, je suis littéralement Sarah Lynn, je crois. Ouais, Sarah Lynn. Sarah Lynn dans BoJack Horseman, c'est littéralement moi. Oui, genre, je suis littéralement une craquette. Oui, vraiment. Et tu sais, cette espèce de truc aussi de justifier, je pense que là pour le coup c'est pas ça, mais c'est des gens qui justifiaient beaucoup leur addiction à la drogue, etc. par des trucs en mode je suis pas la seule personne. Il y a aussi ce personnage de BoJack Horseman. Ah ouais, c'est pas bien dit. Ouais, mais c'est pas. En fait, le c'est littéralement moi, je pense que c'est pas toujours ça en fait. Ouais. Parce que ça peut être un personnage qui est violent et être en mix littéralement moi, tu dis, oh, c'est littéralement moi sur l'antagoniste. C'est ça. Oh, c'est littéralement moi. Le type qui tue des gens sur un coup de tête. Bon, en vrai, je pense qu'on est sur une bonne fin de podcast là. Je pense qu'il y a des gens qui vont écouter jusqu'au bout. Non. Je pense que là, on peut faire.